Bonjour, aujourd'hui je te propose de découvrir l'existence d'un homme à la vie tiraillée entre peur et doute, mais aussi à cause d'un univers totalement unique qui s'apprête à visiter, et tout cela grâce à la plume et au talent d'une étoile montante de la littérature qui a tout pour être connue. Mais au fil de cette chronique, c'est un voyage également historique que tu vas vivre, puisque c'est à Toulouse que j'ai posé mes valises et je te ferai ainsi découvrir le patrimoine le plus emblématique de la ville rose. Entre doute, spirale infernale et patrimoine historique, plonge dans un univers où les frontières du réel vont très souvent flirter avec ton imagination. Bienvenue dans ce premier numéro des Chroniques de Meneldin. Situé en plein cœur du sud-ouest de la France, c'est le chef-lieu de la région Occitanie que tu vas mieux discerner. Comptant 494 222 habitants, Toulouse compte pas moins de 126 écoles maternelles, 115 écoles primaires, 36 collèges, 25 lycées et 15 universités, ce qui fait d'elle la troisième ville étudiante de France. Mais c'est aussi une ville de gastronomie, synonyme de bon vivre et surtout grand nom de l'aéronautique et du sport. Souvent surnommée la ville rose, due aux matériaux utilisés pour la plupart de ses bâtisses, la brique rouge, elle a été capitale du royaume wisigoth pendant plus de 100 ans, mais également capitale du royaume d'Aquitaine. C'est aussi la ville de la Violette et la capitale européenne de l'industrie aéronautique et spatiale. En 2009, Toulouse est redessinée puisque la municipalité décide de fragmenter la ville rose en 6 secteurs et 20 quartiers. Fort de son histoire et de son patrimoine encore debout, Toulouse nous raconte son vécu dans les différentes rues qui la composent et je suis là pour t'y accompagner. Je me trouve dans le premier quartier de la ville, en plein cœur de cette place que tout le monde nous envie. D'abord appelée Place Royale, Place de la Liberté ou encore Place Commune, c'est depuis 1848 qu'elle répond au doux nom de Place du Capitole, un lieu devenu incontournable pour les Toulousains et les touristes, puisque c'est ici même que se déroule la fête de la musique, le marché de Noël et diverses autres manifestations culturelles. Elle est ornée par plusieurs restaurants dont la réputation n'est plus à faire, et pour lui donner encore plus de cachet, en son centre se trouve gravée dans le sol cette célèbre croix occitane qui fait tant la fierté de la ville. Elle est ornée des 12 signes du zodiaque, symbolisant également les 12 mois de l'année et les 12 heures du jour. Mais on ne peut pas parler de cette place sans s'arrêter quelques instants devant cette énorme bâtisse regroupant en son sein la mairie et le théâtre, qui fut construit en 200 ans. Ce bâtiment qui a toujours été l'emblème du pouvoir politique de la ville, ce sont les Capitouls, les personnes gérant les quartiers à l'époque, qui ont demandé sa construction en 1190. Et 8 siècles plus tard, il fait toujours autant rêver les touristes, mais aussi les populations locales. Justement, restons sur ce mot rêver, car c'est le thème de la chronique d'aujourd'hui, les rêves. Ce phénomène psychique où le moindre de nos désirs est à portée de main. Mais au fond, que se passe-t-il quand nous rêvons? Dans quel monde nous rendons-nous? C'est Olivier Ball, un journaliste chevronné né en 1979 qui va nous apporter les réponses à ces questions et d'une manière extrêmement originale. Il va nous livrer plusieurs pistes de réflexion, va nous donner des sueurs froides et va nous tenir en haleine jusqu'à la fin en nous ouvrant les portes de ce monde magique et angoissant que sont les limbes. Les limbes, cette terre ancestrale qui refait surface aujourd'hui aux yeux du monde et qui se retrouve convoitée par le monde scientifique. Prépare-toi à venir découvrir le fin mot de l'histoire et à partir toi aussi à la conquête d'un monde qui dort en chacun de nous et dont tu n'aurais jamais soupçonné l'existence. Mais attention, qui dit monde extraordinaire dit également revers de la médaille où tu pourras rencontrer quelque chose de bien pire. C'est dans la rue du Thor que va commencer ton initiation au cœur de ce thriller haletant. Nombreux bâtiments vont relater l'histoire de la rue du Thor qui se situe juste derrière moi. Et pour cela, je t'invite à te rendre sur mon site afin d'en avoir la liste détaillée. Mais celui-ci dont il faut absolument te parler, c'est les numéros de rue 56 à 60. Il s'agit de la tour Morand qui date du XIIe siècle et qui devient le collège du Périgord en 1360, grand séminaire en 1808 et une université au XIXe siècle pour enfin demeurer comme l'école supérieure d'audiovisuel de la ville. Mais il faut également parler de l'église Notre-Dame du Thor, ce monument typiquement gothique qui se voit classé en 1840 dans la grande liste des monuments historiques et qui a donné son nom à la rue.
D'abord vouée à Saint-Cernin avant d'être dédiée à la Vierge dès le XIVe siècle, elle possède une nef unique sans bas-côté. Son mur le plus au sud nous révèle une fresque du XIVe siècle relatant la généalogie de Jacob. Et c'est au XVIe siècle que le chœur et les chapelles voient le jour, ouvrant ainsi les contreforts. Puis au XIXe siècle, Eugène Viollet-le-Duc décide de la restaurer, suivi par Bernard Bénezet, avec la pose de vitraux de Louis-Victor Gesta. Les peintures vont souvent représenter la mort de Joseph et du martyr Saturnin, mort dans les années 250 lors des persécutions d'Édesse, qui tient une véritable légende. En effet, celle-ci va raconter que cet édifice religieux est construit à l'endroit même où l'évêque Saturnin se serait détaché du taureau, qui le traînait sur le sol depuis les marches du temple du Capitole, l'actuelle place Esquirol. Ce n'est pas anodin si je te parle de légende, car tu vas être transporté dans un véritable monde légendaire avec les limbes. Tu vas rencontrer bon nombre de personnages, notamment James Hawkins, une jeune recrue, qui se retrouve confrontée à l'horreur de la guerre. Nous sommes dans les années 70, époque où se joue la fameuse guerre du Vietnam, et lors d'un assaut, notre protagoniste va narguer la mort, puisque celui-ci va recevoir une balle en pleine tête, vivre un coma, et avant de reprendre sa vie de manière normale, du moins. C'est ce que l'auteur tente à nous faire penser. C'est alors que ce jeune réformé va passer des nuits cauchemardesques. Ces nuits deviennent une épreuve. Il n'a plus aucune emprise sur ses phénomènes psychiques et va devoir ingurgiter des dizaines de médicaments pour mieux subir ses troubles. Il décide également de tout changer dans sa vie, son métier, sa façon d'interagir avec les gens, afin d'être le plus serein possible. Ce n'est qu'un an après qu'il va effleurer la vérité lorsque Nate Irving, son ancien frère d'armes, vient en son encontre lui présentant un nouveau projet secret de la CIA, le projet Limbe, auquel James est contraint de participer. Direction l'Alaska où notre héros va se retrouver enfermé dans un bunker situé à des centaines de mètres sous terre et où il va faire la rencontre d'autres individus comme le docteur Kleiner, grâce à qui il va apprendre à maîtriser ses nouvelles aptitudes. Il découvrira ainsi qu'il peut explorer le monde des rêves d'autres personnes, mais qu'il peut également contrôler leurs réactions et ainsi modifier le résultat de ceux-ci. Mais comme tout pouvoir, celui-ci a des limites et des ennemis. Qu'adviendra-t-il de ces personnalités qui vont se confronter à un univers totalement inconnu? Que deviendrons-nous si les gouvernements arrivent à faire de ce pouvoir une nouvelle arme? Dans ce thriller vertigineux, haletant et angoissant, pars toi aussi à la conquête de l'inconscient, en compagnie de ces personnages qui vont connaître un destin hors du commun à travers de nombreuses péripéties où la réalité et la fiction vont te faire perdre les limites de la conscience. Pour la petite histoire, en plein milieu du mois de mai 2018, je me baladais tranquillement et en passant devant la devanture d'une librairie, je fus interpellé par la couverture d'un thriller, Les Limbes. Ce fut pour moi une véritable trouvaille car je venais de découvrir un auteur totalement inconnu qui a su me transporter dans son univers, Olivier Bal. Pour faire une courte biographie, il est né en janvier 79 et a à son actif pas moins de 15 années de journalisme, que ce soit dans des titres de presse généralistes ou culturels. Jusqu'en 2017, il était rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine et depuis 2018, il se consacre pleinement à l'écriture. Son premier thriller à succès, Les Limbes, récompensé du meilleur premier roman par le prix méditerranéen, a déjà fait succomber des milliers de lecteurs. Et en avril 2019, il revient avec un autre thriller qui n'est autre que la suite des Limbes et qui se nomme Le Maître des Limbes. Quand je me suis penché sur ce livre, je dois avouer que j'étais quelque peu perplexe. Effectivement, connaissant la symbolique des limbes dans certaines des mythologies, je me suis demandé où l'auteur allait vouloir nous amener. Puis dans un élan de curiosité, j'ai lu la 4e de couverture, et là, achat d'impulsion. Quelques jours plus tard, les limbes ont donc trouvé une place au sein de ma bibliothèque. Alors aujourd'hui, je te livre mes confessions et mon avis sur cette pépite qui va rester pour moi un vrai bel exemple, que ce soit par la réussite de l'auteur de produire un tel bijou de son premier roman, que par son style et son écriture des plus cinématographiques qui m'est été donné de lire. Es-tu prêt pour ce voyage? Vas-tu être toi aussi énormément emballé par l'univers de l'auteur? C'est au sein de la Bibliothèque d'études et du patrimoine que nous allons le découvrir. Sur les traces de Stephen King et de David Gibbons, Les Limbes est un savoureux mélange de thriller et de science-fiction où réalité et fiction vont être intimement liées au cours de cette notion de peur oppressante qui va en faire frémir plus d'un. Olivier Bal va créer toute une intrigue autour des rêves et de leur impact. C'est vrai qu'encore de nos jours, c'est un univers qui soulève beaucoup de questions. Du coup, dans ce livre écrit tel un script cinématographique, tu vas être entraîné malgré toi dans une spirale surnaturelle avec une écriture fluide et addictive, tout en nous donnant des pistes de réflexion sur l'existence d'un monde ancré dans notre inconscient, qui plus est,
se trouve délaissée depuis des millénaires. Dans les limbes, tu verras que tout va être notion d'équilibre et d'opposition. En effet, tu trouveras ce côté imaginaire, pour ne pas dire farfelu, avec des théories plausibles, intrigantes et oppressantes. Mais à côté de ça, tu trouveras un côté très cartésien et réaliste, avec ces médecins et leurs méthodes qui ne voient l'homme, du moins son esprit, que comme un simple objet d'expérience, qui plus est, à des fins militaires. Ça va être également un thriller truffé de métaphores en tout genre, tant dans les décors que dans la signification de cet univers hors du commun. Comme tu as pu le lire dans le résumé, nos personnages vont évoluer en parallèle dans un univers angoissant que sont les limbes, mais également dans ce bunker. Mais il faut savoir que celui-ci est doté de technologies qui dépassent l'entendement. Cela me fait penser à un organe qui nous est vital, le cerveau. Cet organe enfermé dans une boîte crânienne, mais qui est connecté de toutes parts avec des facultés exceptionnelles afin de faire fonctionner une seule entité, le corps humain. Malgré une intrigue que j'ai trouvée un peu longue à se mettre en place, il y a tout de même dans celle-ci un dynamisme positif et raisonnable, dû notamment à la personnalité de James et du fait d'avoir conscience de rencontrer des choses bien pires au sein de ce monde, ce qui confie à ce thriller le nom de Page Turner époustouflant. Et tout ça grâce à qui? À ce protagoniste qui ne lâche rien. En effet, James Hawkins, qui va devenir un mélange d'Indiana Jones et de Jason Statham, va connaître la signification de l'expression ascenseur émotionnel. Effectivement, il va se sentir dérouté, va être sans cesse empli de doutes, mais il va tirer profit de cette situation pour évoluer et se sentir grandir et repousser ses limites pour notre plus grand plaisir. Ce qui nous fait passer des heures, 4 jours pour moi, à dévorer ses péripéties, à en perdre la notion du temps. Mais comment va-t-il faire? Et surtout, va-t-il y arriver? Procure-toi les limbes au plus vite, afin d'en avoir la réponse. C'est ici, devant la cathédrale Saint-Étienne, cette cathédrale romane située non loin d'Esquirol de François Verdier, que se termine notre périple au sein des limbes. Les limbes, ce livre qui va booster ton imagination, tellement il est agréable, simple à lire, il est abordable à un grand nombre de lecteurs, et il va vite devenir, selon moi, un incontournable. C'est un thriller bien construit, bien écrit, ficelé d'une ingéniosité qui m'a énormément surpris pour un premier roman. Olivier Ball a réussi à réunir dans ses 403 pages les ingrédients d'une recette savoureuse, exquise à découvrir. L'action, le suspense et le mystère. Le tout lié par une tension narrative qui te transporte dans un scénario fantastique digne des plus grands. C'est pour moi un mélange subtil de Stephen King pour son côté très psychologique et oppressant, mais tu retrouves également un aide de Steve Berry ou de David Gibbons qui sont pour moi les maîtres pour mêler réalité et fiction. Viens toi aussi vivre une expérience, une découverte fascinante et hors du commun, grâce à un univers singulier que l'auteur s'est très bien approprié. Et comme il a su me le dire dans une interview que j'ai réalisée, il précise que cet univers a été un vrai terreau et un vrai terrain de jeu. Tu seras donc très agréablement surpris de voir les théories que nous dévoile celui-ci, tout en gardant un côté très réaliste et cartésien. Prépare-toi à partir aux frontières de l'inconscient et de son pouvoir véritablement hors du commun. Si tu es amateur de frissons, si tu aimes être transporté lors de tes lectures, ne cherche plus, les limbes est fait pour toi. Et c'est devant cette cathédrale majestueuse, avec sa rosace inspirée directement de Notre-Dame de Paris, mais aussi de son mélange avec panache de style gothique méridional, avec l'arrière et sa nef et plutôt gothique parisien, avec son cœur, que nous allons nous quitter après cette brève présentation de la cathédrale. Avec des premières traces datant de 1071 avec l'évêque Issarn désirant reconstruire un vrai lieu de culte, va s'en suivre de nombreuses modifications, avec la réunification de 2 églises au XIVe siècle par le futur cardinal Jean d'Orléans, qui met aussi sa patte en élargissant la nef. Puis vient 1938 et la réalisation de la façade du transept nord, cette nef qui va couper en angle droit celle qui existe déjà. La cathédrale Saint-Étienne est accolée à l'ancien palais épiscopal qui est aujourd'hui la préfecture de Toulouse, et cet édifice religieux regroupe dans son clocher datant du XIVe siècle pas moins de 17 cloches, ce qui fait de lui l'édifice contenant le plus de cloches anciennes de la ville. Et voilà, c'est la fin de cette première chronique. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une vraie et belle découverte avec le livre que je t'ai présenté aujourd'hui. J'espère que tu auras apprécié de regarder cette vidéo autant que j'en ai eu à la préparer.
Et si tu as envie aussi que nous échangeons sur notre passion commune, je t'invite à te rendre sur l'ensemble de mes réseaux sociaux ou bien sur mon site avec les adresses que tu trouveras en lien dans les informations de cette vidéo. Pour conclure, je citerai les mots de Michel Foucault: l'imaginaire se loge entre les livres et la lampe. Pour rêver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire. Je te dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Chroniques de Méneldil.